Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Alexandre Dumas que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de reprendre la lecture de La Reine Margot. Nous en sommes au chapitre 5 de cet ouvrage. Un chapitre intitulé « Du Louvre en particulier et de la vertu en général ». Les deux gentilshommes, renseignés par la première personne qu'ils rencontrèrent, prirent la rue d'Avron, la rue Saint-Germain-l'Auxerrois, et se trouvèrent bientôt devant le Louvre, dont les tours commençaient à se confondre dans les premières ombres du soir. « Qu'avez-vous donc » demanda Coconas à la Mole, qui, arrêtée à la vue du vieux château, regardait avec un saint respect ses ponts-levis, ses fenêtres étroites et ses clochetons aigus qui se présentaient tout à coup à ses yeux. « Ma foi, je n'en sais rien, » dit la Mole. « Le cœur me bat. Je ne suis cependant pas timide outre mesure, mais je ne sais pourquoi ce palais me paraît sombre et, dirais-je, terrible. »« Eh bien, moi, » dit Coconas, « je ne sais ce qui m'arrive, mais je suis d'une allégresse rare. » La tenue est pourtant quelque peu négligée, continua-t-il en parcourant des yeux son costume de voyage. Mais bah, on a l'air cavalier. Puis mes ordres me recommandaient la promptitude. Je serai donc le bienvenu, puisque j'aurai ponctuellement obéi. Et les deux jeunes gens continuèrent leur chemin, agités chacun des sentiments qu'ils avaient exprimés. Il y avait bonne garde au Louvre. Tous les postes semblaient doublés. Nos deux voyageurs furent donc d'abord assez embarrassés. Mais Coconas, qui avait remarqué que le nom du duc de Guise était une espèce de talisman près des Parisiens, s'approcha d'une sentinelle et, se réclamant de ce nom tout-puissant, demanda si, grâce à lui, il ne pourrait point pénétrer dans le Louvre. Ce nom paraissait faire sur le soldat son effet ordinaire. Cependant, il demanda à Coconas s'il n'avait point le mot d'ordre. Coconas fut forcé d'avouer qu'il ne l'avait point. « Alors au large, mon gentilhomme, » dit le soldat. À ce moment, un homme qui causait avec l'officier du poste et qui, tout en causant, avait entendu Coconas réclamer son admission au Louvre, interrompit son entretien et, venant à lui, « Goa vouloir fous à Monsire de Guise, dit-il avec un accent. « Moi vouloir lui parler, répondit Coconas en souriant. Impossible. Le duc, il être chez le roi. Oui, mais cependant, j'ai une lettre d'avis pour me rendre à Paris. Ah, vous affrez à une lettre, ta fils? Oui, et j'arrive de fort loin. Ah, vous arrivez de fort loin? J'arrive du Piémont. Bien, c'est autre chose, et vous vous appelez? Le comte Hannibal de Coconas. Pon, tenez la lettre, monsire Hannibal, tenez. Voici sur ma parole un bien galant homme, dit la Mole, se parlant à lui-même. Ne pourrais-je point trouver le pareil pour me conduire chez le roi de Navarre? Mais tenez donc la lettre, continua le gentilhomme allemand en étendant la main vers Coconas qui hésitait. Mordi, reprit le Piémontais, défiant comme un demi-italien. Je ne sais si je dois, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, moi, monsieur. Je suis Pem. J'appartiens à monsieur le duc de Guise. Pem, murmura Coconas. Je ne connais pas ce nom-là. C'est monsieur de Bem, mon gentilhomme, dit la sentinelle. La prononciation vous trompe, voilà tout. Donnez votre lettre à monsieur, allez, j'en réponds. Ah, monsieur de Bem, s'écria Coconas. Je le crois bien si je vous connais. Comment donc? Avec le plus grand plaisir, voici ma lettre. Excusez mon hésitation, mais on doit hésiter quand on veut être fidèle. Bien, dit de Bem. Il n'y a pas besoin d'excuses. Ma foi, monsieur, dit la Mole en s'approchant à son tour, puisque vous êtes si obligeant, voudriez-vous vous charger de ma lettre comme vous venez de le faire de celle de mon compagnon? Comment vous appelez-vous? Le comte Lerac de la Mole. Le comte Lerac de la Mole? Oui. Je ne connais pas.
Il est tout simple que je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, monsieur. Je suis étranger et, comme le comte de Coconnas, j'arrive ce soir de bien loin. Et tout arrive fou de Provence. Avec une lettre. Oui, avec une lettre. Pour Monsire de Guise. Non, pour Sa Majesté le roi de Navarre. Je ne suis pas au roi de Navarre, monsire, répondit Bem avec un froid subit. Je ne puis donc pas me charger de votre lettre. Et Bem, tournant les talons à la Mole, entra dans le Louvre en faisant signe à Coconnas de le suivre. La Mole demeura seule. Au même moment, par la porte du Louvre, parallèle à celle qui avait donné passage à Bem et à Coconnas, sortit une troupe de cavaliers d'une centaine d'hommes. « Ah !» dit la sentinelle à son camarade. « Ces deux mouilles, ces huguenots, ils sont rayonnants. Le roi leur aura promis la mort de l'assassin de l'amiral. Et comme c'est déjà lui qui a tué le père de Mouille, le fils fera d'une pierre deux coups. »« Pardon ?» fit la Mole, s'adressant aux soldats. « Mais n'avez-vous pas dit, mon brave, que cet officier était monsieur de Mouille ?»« Oui, dame, mon gentilhomme. Et que ceux qui l'accompagnaient étaient des parpaillots, je l'ai dit. »« Merci, » dit la Mole, sans paraître remarquer le terme de mépris employé par la sentinelle. « Voilà tout ce que je voulais savoir. » Et, se dirigeant aussitôt vers le chef des cavaliers, « Monsieur, dit-il en l'abordant, j'apprends que vous êtes monsieur de Mouille. »« Oui, oui, monsieur, c'est moi, répondit l'officier avec politesse. »« Votre nom, bien connu parmi ceux de la religion, m'enhardit à m'adresser à vous, monsieur, pour vous demander un service. »« Lequel, monsieur ? » ?»« Mais d'abord, à qui ai-je l'honneur de parler ? » ?»« Au comte Lerac de la Mole. » Les deux jeunes gens se saluèrent. « Je vous écoute, monsieur, dit de Mouille. »« Monsieur, j'arrive d'Aix, porteur d'une lettre de monsieur d'Aurillac, gouverneur de la Provence. Cette lettre est adressée au roi de Navarre et contient des nouvelles importantes et pressées. Comment puis-je lui remettre cette lettre ? Comment puis-je entrer au Louvre ? » ?»« Rien de plus facile que d'entrer au Louvre. Seulement, je crains que le roi de Navarre ne soit trop occupé à cette heure pour vous recevoir. Mais n'importe, si vous voulez me suivre, je vous conduirai jusqu'à son appartement. Le reste vous regarde. Mille fois merci. Venez, monsieur, dit de Mouille. De Mouille descendit de cheval, jeta la bride aux mains de son laquais, s'achemina vers le guichet, se fit reconnaître de la sentinelle, introduisit la Mole dans le château et, ouvrant la porte de l'appartement du roi, « Entrez, dit-il, monsieur, et informez-vous. » Et, saluant la Mole, il se retira. La Mole, demeurée seule, regarda autour de lui. L'antichambre était vide. Une des portes intérieures était ouverte. Il fit quelques pas et se trouva dans un couloir. Il frappa et appela sans que personne ne répondît. Le plus profond silence régnait dans cette partie du Louvre. Qui donc me parlait, pensait-il, de cette étiquette si sévère ? On va et on vient dans ce palais comme sur une place publique. Et il appela encore, mais sans obtenir un meilleur résultat que la première fois. « Allons, marchons devant nous, pensait-il. Il faudra bien que je finisse par rencontrer quelqu'un. » Et il s'engagea dans le couloir qui allait toujours s'assombrissant. Tout à coup, la porte opposée à celle par laquelle il était entré s'ouvrit et 2 pages parurent, portant des flambeaux et éclairant une femme d'une taille imposante, d'un maintien majestueux et surtout d'une admirable beauté. La lumière porta en plein sur la Mole qui demeura immobile. La femme s'arrêta de son côté comme la Mole s'était arrêtée du sien. « Que voulez-vous, monsieur ?» demanda-t-elle au jeune homme d'une voix qui bruit à ses oreilles comme une musique délicieuse. « Oh, madame, dit la Mole en baissant les yeux, excusez-moi, je vous prie. Je quitte monsieur de Mouille qui a eu l'obligeance de me conduire jusqu'ici et je cherchais le roi de Navarre. » « Sa Majesté n'est point ici, monsieur. Elle est, je crois, chez son beau-frère. Mais en son absence, ne pourriez-vous dire à la reine... »
Oui, sans doute, madame, reprit la Mole. Si quelqu'un daignait me conduire devant elle. Vous y êtes, monsieur. Comment? S'écria la Mole. Je suis la reine de Navarre, dit Marguerite. La Mole fit un mouvement tellement brusque de stupeur et d'effroi que la reine sourit. Parlez vite, monsieur, dit-elle, car on m'attend chez la reine-mère. Oh, madame, si vous êtes si instamment attendue, permettez-moi de m'éloigner, car il me serait impossible de vous parler en ce moment. Je suis incapable de rassembler deux idées. Votre vue m'a ébloui. Je ne pense plus. J'admire. Marguerite s'avança pleine de grâce et de beauté vers ce jeune homme qui, sans le savoir, venait d'agir en courtisan raffiné. « Remettez-vous, monsieur, dit-elle. J'attendrai et l'on m'attendra. » Oh, pardonnez-moi, madame, si je n'ai point salué d'abord votre majesté avec tout le respect qu'elle a le droit d'attendre d'un de ses plus humbles serviteurs, Mais, continua Marguerite, vous m'aviez prise pour une de mes femmes. Non, madame, mais pour l'ombre de la belle Diane de Poitiers. On m'a dit qu'elle revenait du Louvre. Allons, monsieur, dit Marguerite, je ne m'inquiète plus de vous et vous ferez fortune à la cour. Vous aviez une lettre pour le roi, dites-vous. C'était fort inutile. Mais n'importe. Où est-elle? Je la lui remettrai. Seulement hâtez-vous, je vous prie. En un clin d'œil, la Mole écarta les aiguillettes de son pourpoint et tira de sa poitrine une lettre enfermée dans une enveloppe de soie. Marguerite prit la lettre et regarda l'écriture. « N'êtes-vous pas monsieur de la Mole, dit-elle. Oui, madame. Oh mon Dieu, aurais-je le bonheur que mon nom fût connu de votre majesté? Je l'ai entendu prononcer par le roi mon mari et par mon frère, le duc d'Alençon. Je sais que vous êtes attendu. » Et elle glissa dans son corsage, tout raide de broderies et de diamants, cette lettre qui sortait du pourpoint du jeune homme et qui était encore tiède de la chaleur de sa poitrine. La Mole suivait avidement des yeux chaque mouvement de Marguerite. « Maintenant, monsieur, dit-elle, descendez dans la galerie au-dessous et attendez jusqu'à ce qu'il vienne quelqu'un de la part du roi de Navarre ou du duc d'Alençon. Un de mes pages va vous conduire. » À ces mots, Marguerite continua son chemin. La Mole se rangea dans la muraille, mais le passage était si étroit et le vertu gadin de la reine de Navarre si large que sa robe de soie effleura l'habit du jeune homme tandis qu'un parfum pénétrant s'épandait là où elle avait passé. La Mole frissonna par tout son corps et, sentant qu'il allait tomber, chercha un appui contre le mur. Marguerite disparut comme une vision. « Venez-vous, monsieur ?» dit le page chargé de conduire la Mole dans la galerie inférieure. « Oh oui, oui !» s'écria la Mole enivrée, car comme le jeune homme lui indiquait le chemin par lequel venait de s'éloigner Marguerite, il espérait, en se hâtant, la revoir encore. En effet, en arrivant au haut de l'escalier, il l'aperçut à l'étage inférieur. Et soit hasard, soit que le bruit de ses pas fût arrivé jusqu'à elle, Marguerite ayant relevé la tête, il put la voir encore une fois. « Oh, dit-il en suivant le page, ce n'est pas une mortelle, c'est une déesse. Et comme dit Virgilius Maro, et vera incessu patuit dea. » Eh bien, demanda le jeune page. « Me voici, dit la Mole. Pardon, me voici. » Le page précéda la Mole, descendit un étage, ouvrit une première porte, puis une seconde, et s'arrêtant sur le seuil. « Voici l'endroit où vous devez attendre, lui dit-il. La Mole entra dans la galerie, dont la porte se referma derrière lui. La galerie était vide, à l'exception d'un gentilhomme qui se promenait et qui, de son côté, paraissait attendre. Déjà, le soir commençait à faire tomber de larges ombres du haut des voûtes. Et quoique les deux hommes fussent à peine à 20 pas l'un de l'autre, ils ne pouvaient distinguer leurs visages. La Mole s'approcha. « Dieu me pardonne, murmura-t-il quand il ne fut plus qu'à quelques pas du second gentilhomme.
C'est monsieur le comte de Coconas que je retrouve ici. » Au bruit de ses pas, le piémontais s'était déjà retourné et le regardait avec le même étonnement qu'il en était regardé. « Oh, mordi !» s'écria-t-il. « C'est monsieur de la Mole ou le diable m'emporte. Ouf, que fais-je donc là? Je jure chez le roi, mais bah, il paraît que le roi jure bien autrement encore que moi et jusque dans les églises, et mais nous voici donc au Louvre. Comme vous voyez, monsieur de Bem vous a introduit. Oui, c'est un charmant Allemand que ce monsieur de Bem. Et vous, qui vous a servi de guide? Monsieur de Mouy. Je vous disais bien que les Huguenots n'étaient pas trop mal en cour non plus. Et avez-vous rencontré monsieur de Guise? Non, non, pas encore. Et vous, avez-vous obtenu votre audience du roi de Navarre? Non, mais cela ne peut tarder. On m'a conduit ici et l'on m'a dit d'attendre. Vous verrez qu'il s'agit de quelques grands soupers et que nous serons côte à côte au festin. Quel singulier hasard, en vérité. Depuis 2 heures, le sort nous marie. Mais qu'avez-vous? Vous semblez préoccupé. Moi? Dit vivement la Mole en tressaillant. Car en effet, il demeurait toujours comme ébloui par la vision qui lui était apparue. Non, mais le lieu où nous nous trouvons fait naître dans mon esprit une foule de réflexions. Philosophiques, n'est-ce pas? C'est comme moi. Quand vous êtes entré, justement, toutes les recommandations de mon précepteur me revenaient à l'esprit. Monsieur le comte, connaissez-vous Plutarque? Comment donc? Dit la Mole en souriant. C'est un de mes auteurs favoris. Eh bien, continua Coconas gravement, ce grand homme ne me paraît pas s'être abusé quand il compare les dons de la nature à des fleurs brillantes mais éphémères, tandis qu'il regarde la vertu comme une plante balsamique d'un impérissable parfum et d'une efficacité souveraine pour la guérison des blessures. Est-ce que vous savez le grec, monsieur de Coconas? Dit la Mole en regardant fixement son interlocuteur. Non pas. Mais mon précepteur le savait et il m'a fort recommandé lorsque je serai à la cour de discourir sur la vertu. Cela, dit-il, a fort bon air. Aussi je suis cuirassé sur le sujet, je vous en avertis. À propos, avez-vous faim? Non. Il me semblait cependant que vous teniez à la volaille embrochée de la belle étoile. Moi je meurs d'inanition. Eh bien, monsieur de Coconas, voici une belle occasion d'utiliser vos arguments sur la vertu et de prouver votre admiration pour Plutarque, car ce grand écrivain dit quelque part « Il est bon d'exercer l'âme à la douleur et l'estomac à la faim. » Ah ça, vous le savez donc, le grec, vous venez de traduire, s'écria Coconas stupéfait. « Ma foi, oui, répondit la Mole. Mon précepteur me l'a appris à moi. Mordi, comte, votre fortune est assurée en ce cas. Vous ferez des vers avec le roi Charles IX et vous parlerez grec avec la reine Marguerite. Sans compter, ajouta la Mole en riant, que je pourrais encore parler gascon avec le roi de Navarre. En ce moment, l'issue de la galerie qui aboutissait chez le roi s'ouvrit. Un pas retentit. On vit dans l'obscurité une ombre s'approcher. Cette ombre devint un corps. Ce corps était celui de monsieur de Bem. Il regarda les 2 jeunes gens sous le nez afin de reconnaître le sien et fit signe à Coconas de le suivre. Coconas salua de la main la Mole. De Bem conduisit Coconas à l'extrémité de la galerie, ouvrit une porte et se trouva avec lui sur la première marche d'un escalier. Arrivé là, il s'arrêta et regardant tout autour de lui, puis en haut, puis en bas. « Monsire de Gogonas, dit-il, où demeurez-vous? »« Oh, à l'auberge de la Belle Étoile, rue de l'Arbre Sec. Pompon, être à 2 pas d'ici. Rendez-vous vite à votre hôtel cette nuit. » Il regarda de nouveau autour de lui. « Eh bien, cette nuit, demanda Coconas. Eh bien, cette nuit, revenez ici avec un gros planche de votre jabot. Limo dit basse, il sera cuit. Chut. Push close. Mais à quelle heure dois-je revenir? Quand vous entendez le Dogzin. Comment, le Dogzin? Demanda Coconas.
Fouille le tocsin, poum, poum. Ah, le tocsin. Oui, c'est cela que je te disais. Et c'est bien, on y sera, dit Coconas. Et saluant de Bem, il s'éloigna en se demandant tout bas « Que diable veut-il donc dire et à propos de quoi sonnera-t-on le tocsin ?» N'importe, je persiste dans mon opinion, c'est un charmant Tedesco que monsieur de Bem. Si j'attendais le comte de la Mole. Oh, ma foi, non, il est probable qu'il soupera avec le roi de Navarre. Et Coconas se dirigea vers la rue de l'Arbre Sec, où l'attirait comme un aimant l'enseigne de la Belle Étoile. Pendant ce temps, une porte de la galerie correspondant aux appartements du roi de Navarre s'ouvrit et un page s'avança vers monsieur de la Mole. « C'est bien vous qui êtes le comte de la Mole ?» dit-il. « Oui, c'est moi-même. »« Où demeurez-vous ?»« Rue de l'Arbre Sec, à la Belle Étoile. » Bon, c'est à la porte du Louvre. Écoutez, Sa Majesté vous fait dire qu'elle ne peut vous recevoir en ce moment. Peut-être cette nuit vous enverra-t-elle chercher. En tout cas, si demain matin vous n'aviez pas reçu de ces nouvelles, venez au Louvre. Mais si la sentinelle me refuse la porte... Ah, c'est juste. Le mot de passe est Navarre. Dites ce mot, et toutes les portes s'ouvriront devant vous. Merci. Attendez, mon gentilhomme. J'ai ordre de vous reconduire jusqu'au guichet de peur que vous ne vous perdiez dans le Louvre. Mais à propos, et Coconas, se dit la Mole à lui-même quand il se trouva hors du palais. Oh, il sera resté à souper avec le duc de Guise. Mais en rentrant chez le maître la Hurière, la première figure qu'aperçut notre gentilhomme fut celle de Coconas, attablé devant une gigantesque omelette au lard. « Oh, oh, oh !» s'écria Coconas en riant aux éclats. « Il paraît que vous n'avez pas plus dîné chez le roi de Navarre que je n'ai soupé chez monsieur de Guise. » Et ma foi, non. Et la faim vous est-elle venue? Je crois que oui. Malgré Plutarque. Monsieur le comte, dit en riant la Mole, Plutarque dit dans un autre endroit qu'il faut que celui qui a partage avec celui qui n'a pas. Voulez-vous, pour l'amour de Plutarque, partager votre omelette avec moi? Nous causerons de la vertu en mangeant. Oh, ma foi, non, dit Coconas. C'est bon quand on est au Louvre, qu'on craint d'être écouté et qu'on a l'estomac vide. Mettez-vous là et soupons. Allons, je vois que décidément le sort nous a fait inséparables. Couchez-vous ici? Oh, je n'en sais rien, ni moi non plus. En tout cas, je sais bien où je passerai la nuit, moi. Où cela? Où vous la passerez vous-même. C'est immanquable. Et tous deux se mirent à rire, en faisant de leur mieux honneur à l'omelette de maître la Hurière. Voilà, c'est sur la fin de ce chapitre 5 donc, que nous allons nous arrêter. C'était la reine Margot d'Alexandre Dumas. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Passez une très bonne journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Pardon.